Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais essayer de parler pendant 10-12 minutes, mais ça va être difficile puisque la réunion au Haut Conseil de santé publique a duré plus d'une heure et demie de discussion extrêmement fructueuse. Alors, tout d'abord, je vais parler du handicap invisible, parce que en matière de spina bifida, il y a des gens qui sont apparemment sans problème, tout en étant spina bifida. Pour les personnes atteintes de psoriasis, de VIH, de maladies mentales, de dysfonction érectile, de troubles bipolaires, des stomisés, des incontinences sphinctériens, eh bien, je vais me démontrer que nous sommes dans une situation d'ostracisme et de tabou. Et peut-on évaluer cette stigmatisation, la détresse des personnes concernées? Quelles actions pouvons-nous proposer? Tout d'abord, j'ai examiné les outils de mesure dans la santé, notamment pour le Haut Conseil de santé publique. Eh bien, on s'aperçoit que les questionnaires médicaux et tout ça sont extrêmement bien faits, mais qu'en réalité, les patients éludent des questions, répondent de travers ou autres, et qu'en définitive, on aboutit à des résultats non fiables. Quelles sont comprendre les pathologies? Alors, qu'est-ce qu'on a utilisé? Des questionnaires, notamment sur le laboratoire Coloplast qui a sorti l'année dernière, un excellent questionnaire sur 141 patients, et dont je vais pas mal parler. Nous avons aussi la filière maladies rares qui a fait du travail exactement dans ce domaine-là. Nous avons les questionnaires des Canadiens, notamment du docteur Vattier au Canada, à Sherbrooke. Nous avons aussi une étude qui a été faite par les gastro-entérologues en région Rhône-Alpes et une étude danoise du docteur Kroc. Et puis les questionnaires que l'ASB a élaborés à partir de ces réunions, à partir de réunions sur la sexualité et l'affectivité, et qui nous ont donné beaucoup de questionnaires qui ont duré très longtemps en duo. Les 3 stages d'une semaine sur la sexualité, des conférences et des stages nous ont permis de valider un peu ce que nous observions. La première chose, c'est que 4 à 5% de la population en France présente une incontinence avec une majorité féminine, notamment les accouchements et bien d'autres domaines qui, malheureusement, apportent de l'eau au moulin. Soit représente 3 à 4 millions de personnes. Alors, il y a de nombreuses formes d'incontinence, je ne vais pas les développer, vous les connaissez tous. Quels sont les facteurs? On en connaît beaucoup, il y en a quelques-uns listés, mais il y en a bien d'autres. Quels sont les résultats? Quelles sont les conséquences globales, sociales et générales de l'incontinence, en faisant abstraction des autres pathologies? On observe une exclusion de la société avec un tabou non dit implicite. Le tabou est gouverné par le silence des pouvoirs publics qui, effectivement, ne parlent jamais des problèmes viscéraux. La fonction des tabous, c'est de stigmatiser. Les tabous engendrent l'inconscient, j'en parlerai. Les tabous provoquent une culpabilisation des personnes et créent la responsabilité des patients, paradoxalement, ce qui est un comble. Comment se construit un tabou? D'abord, une maladie n'existe que si elle est nommée. Si elle n'est pas nommée, on ne la connaît pas, elle est ignorée. Elle doit avoir une certaine structuration. Le tabou est gouverné par le silence des pouvoirs publics et par les messages de prévention ou d'information. Je ne citerai qu'un seul exemple parce que je n'ai pas le temps. Pourquoi appeler centre d'hygiène ce qu'on devrait appeler centre antituberculeux? Vous voyez qu'il y a tout à fait une disproportion. La fonction du tabou, c'est la stigmatisation. Exemple, le spina bifida est-il contagieux? Et si la personne ne sait rien et répond oui, vous êtes stigmatisé systématiquement. Les tabous engendrent l'inconscient. On oublie grâce au tabou ou à la fonction de protection de la société, j'en reparlerai. Comment se construit un tabou? Les tabous de la société dépendent des organes, des fonctions plus ou moins nobles, et plus on va du haut vers le bas, moins les fonctions sont nobles dans le corps humain. Le tabou entraîne un processus de culpabilité et de responsabilité des patients, car certaines pathologies attentent aux normes de notre société. La performance, si on n'est pas performant, si on n'est pas autonome, si on est dépendant, l'âge, etc. On contrevient aux valeurs fortes de notre société, qui prônent évidemment l'inverse de ce qui arrive à une personne handicapée. Le malade se chronicise, un processus d'intégration dans la vie du patient se produit dans le suivi et la répétition des soins à la longue. Parfois, le patient se désespère et refuse l'aide du corps médical, provoquant un refus de soins, pouvant amener à des comportements suicidaires. L'exemple le plus caractéristique, c'est la non-observance de l'autosondage volontaire, ou par négligence ou par refus. Comment se construit le tabou? Les handicaps tabous sont essentiellement chargés. Certains en font peur, d'autres provoquent la honte, le dégoût. Pourtant, l'anus est aussi important que le cerveau. Les jugements sont bâtis à partir de nos situations émotionnelles. Ils provoquent de l'angoisse sur l'avenir de la vie,
avec la peur comme base. Par exemple, une stomie est une transgression pour le corps, une autre vision du schéma corporel, éventuellement un échec médical. Les tabous affectent la vie sociale des patients. Alors là, je vais donner des statistiques, mais les chiffres ne sont pas très importants. Ce qui est important, c'est que dans toutes les études, on retrouve les mêmes thèmes. 57% estiment que leur pathologie a un impact négatif sur leur vie sexuelle. C'est évident. 56% ont des difficultés à construire des relations amoureuses à cause de leur pathologie. 52% participent à moins d'activités sociales, forcément. 31% disent avoir moins d'amis. Ça s'améliore avec les réseaux sociaux, puisque là, on peut dialoguer tout à fait sans se rencontrer. Ça, c'est l'étude Coloplast. 34% estiment que la pathologie diminue leurs chances d'inclusion. 28% ressentent une gêne de la part d'autres personnes à l'idée d'interagir avec eux. Effectivement, quand on dégage de mauvaises odeurs, quand on a des fuites ou des débâcles, c'est évident. 19% ont vécu des situations où on leur a fait sentir qu'ils sont un fardeau pour la société. Vous coûtez trop cher. 14% disent avoir été victimes de violences en raison de leur pathologie. Je n'insisterai pas là-dessus, je pourrais développer pas mal. Pour résumer, voici à peu près les pourcentages. Environ 60% des professionnels de santé comprennent la pathologie. C'est normal. Les familles, nous sommes dans une situation de 1 sur 2. Les collègues de travail, 1 sur 4. Évidemment, si vous avez un ami sentimental, il accepte le handicap. Par contre, si on passe aux amis, on tombe à 1 sur 2. Et si on passe au public, 1 sur 4. 71%, alors que proposent les patients contre ça? 71% admettent que leur association joue un rôle crucial comme porte-parole des handicaps. 66% demandent des campagnes publicitaires pour changer la perception qu'a le public de leur pathologie. 64% proposent le sport et la culture pour améliorer la perception de leur pathologie et 36% essayent de changer le regard des autres. Le silence des pouvoirs publics entretient les tabous et la stigmatisation. Qui peut les aider? 56% ne se sentent pas à l'aise avec les aides de leur famille et de leurs amis, problèmes d'intimité. Et on peut aller beaucoup plus loin. 36% ont rencontré des difficultés à trouver un professionnel de santé en mesure de les écouter et de les conseiller. C'est quand même beaucoup. 21% des patients ne demandent pas conseil sur leur pathologie aux professionnels de santé par gêne. Je reviendrai dessus, il y a des statistiques qui sont impressionnantes. 7% seulement font partie d'une association. Comme exemple, je ne peux pas détailler faute de temps. Signalons la télévision et la publicité télévisuelle sur les protections féminines liées à l'incontinence urinaire, avec comme titre « Ne pas en parler », avec comme nom « Produit discret ». La pose d'une couche résout tous les problèmes pour la publicité et ne fait jamais appel aux médecins pour soigner et peut-être guérir. Je connais un certain nombre de médecins qui systématiquement déposent des plaintes auprès du CSA parce que jamais dans ces publicités télévision on vend du matériel, mais jamais on conseille aux patients de consulter d'abord un médecin pour voir un peu quelles sont les causes de cette incontinence, de quelque type elle soit. Comme autre exemple, les protections périodiques bénéficient d'une TVA à 5,5%, les protections pour adultes 20%. Et l'incontinence fécale, elle est encore plus taboue que l'incontinence urinaire. Sa prévalence est 1,5% chez l'enfant, 2,2% chez l'adulte, 50% en EHPAD. La qualité de vie est considérée comme très altérée. On a un retentissement sur la sexualité avec un comportement agressif, ce qu'on n'a pas dans le domaine urinaire, paraît-il. Perte de confiance en soi avec l'incapacité de rester propre, ce qui entraîne des problèmes psychologiques. Nous avons un cas actuellement qui est resté à l'hôtel parce que débâcle aujourd'hui et la personne n'est pas présente parmi nous. Risque d'aliénation familiale et des amis et risque d'isolement et de dépression dans un contexte de solitude. Exemple, 2118 sujets britanniques, hommes-femmes, de plus de 50 ans. 54% n'ont jamais parlé à leur médecin de leur incontinence. Je pense qu'en France, nous sommes dans la même situation. La médecine s'intéresse plus à la constipation qu'à la perte de matière fécale. Les conclusions de Sherbrooke au Canada. Les problèmes d'incontinence entraînent des troubles de la dépression et de l'anxiété. 15,5% des femmes incontinentes souffrent de dépression. Plus les troubles de la continence sont élevés, plus les risques de dépression s'aggravent. 80% pour les incontinences sévères, contre 40% pour les incontinences moyennes. L'étude a porté sur 3364 femmes de 18 à 60 ans incontinentes. 77% ont une perte d'estime de soi,
74 ont du mal à achever les tâches qu'elles fixent. Toutes ont peur d'une relation de couple. L'étude de la conclusion en Rhône-Alpes, en gastro, avec 42 gastro et 541 questionnaires. Les préoccupations, 31% se souillent régulièrement, ce qui veut dire qu'il y a encore vraiment des gros problèmes en gastrologie. 29% ont une incapacité de voyager, 25% marchent et font des exercices physiques, c'est-à-dire que 75% n'en font pas, 22% ont une perte de rapports familiaux et 15% ont même perdent leur travail. Les femmes présentent une morbidité psychologique accrue, une perception altérée de leur féminité et une altération des relations intimes. Tous ces questionnaires oublient le problème posé par les flatulences et les conséquences. La SBH, depuis 2001, a mis en place un service d'incontinence, et là je vais passer en vitesse parce que j'ai déjà exposé ça, sur l'observance du sondage urinaire et des problèmes qu'il pose encore et qui débouchent en général sur des 14% de décès liés et qui est absolument en accordance avec la littérature et les résultats observés dans différents services. Alors, qu'est-ce qu'on attend dans ce domaine-là? D'abord, il faudrait améliorer les questionnaires sur l'incontinence sphinctérienne en y associant des sociologues, des psychologues, des pédopsychiatres, etc. Parce qu'il y a un aspect tout à fait dual qui est indispensable dans ce type de problème et qui actuellement n'est pas répertorié dans les questionnaires. Les conséquences de l'incontinence chez les patients à domicile sont sous-évaluées et même négligées alors qu'elles ont un retentissement sur la santé et les traitements. On ne peut pas traiter correctement l'incontinence d'un côté et négliger tous les aspects psychologiques de l'autre. Les deux sont intimement liés et les deux interfèrent. Les retours de questionnaires sont analysés aussi bien par les associatifs que par les professionnels. Les questions en suspens, c'est le rôle de l'État dans les tabous liés à l'incontinence et de la stigmatisation de ce handicap invisible mais invalidant. Que faire? Le tabou est si fort que beaucoup ne connaissent même pas leur pathologie correctement. Ils ne consultent même pas un neurologue. Les solutions passent par l'éducation, la pédagogie, la prise de conscience, la vulnérabilité par apprentissage. Les pères aidants ont un rôle fondamental à jouer. Il faut associer les malades à la formation des médecins qui vont traiter ces futures pathologies, notamment en 4e année de médecine. Et j'ai le plaisir de savoir qu'il y a un certain nombre de facs qui actuellement associent dans la formation des médecins en neurologie des patients qui expliquent leur pathologie. Les professionnels doivent mieux prendre en charge l'incontinence sphinctérienne, non seulement les diagnostics, les traitements, mais surtout également tenir compte des aspects psychologiques liés aux incontinences. Il faut associer des psychologues compétents dans la prise en charge de l'incontinence, et ce, au niveau des adolescents qui vivent en milieu maintenant en inclusion scolaire, qui se trouvent confrontés avec des copains qui garçons et filles et se trouvent dans une situation tout à fait invalidante avec leur incontinence. Et ça, c'est fondamental parce que leur expérience scolaire se répercutera toute leur vie. En conclusion, il faut avancer sur la qualité de vie et pas seulement sur la durée de vie. Le gros problème, c'est actuellement, les médecins ont fait des progrès gigantesques en urologie en 40 ans sur la durée de vie, mais a-t-on amélioré, je suis prêt à en reparler, a-t-on amélioré la qualité de vie? Alors, enfin, qu'est-ce qui se passe-t-il après cette audition par le Haut Conseil de santé publique? Je les ai interrogés, et ça date de la semaine dernière. Ils vont poursuivre les auditions jusqu'à fin mars, donc vous voyez, c'est quasiment terminé. Ils analysent la littérature internationale, ils vont rédiger un rapport deuxième semestre 2020, et il y aura une publication en 2021. Nous aurons la surprise ou la mauvaise surprise de voir ce qu'ils proposeront. Deuxième élément de dernière minute, pour vaincre le dernier tabou, Madame Sophie Cluzel, qui est secrétaire d'État et reliée directement au Premier ministre, vient de faire une saisine du comité national d'éthique sur le sujet de la vie sexuelle et du handicap. Et bien sûr, comme l'incontinence est liée et que nous sommes liés, nous serons partie prenante. Elle a dit, j'ai sa lettre de mission, elle a dit que le droit aux relations intimes sera reconnu parce que ces personnes sont souvent privées de vie sexuelle, sans aucune solution adaptée.
ils sont condamnés à vivre dans une abstinence non choisie. Mme Sophie Cluzel a également saisi le président du Conseil consultatif des personnes handicapées pour qu'un débat sur les assistants sexuels soit fait ouvert et qui apportera l'expertise. La SBH apportera cette expertise aussi gouvernementale et nous sommes membres du Conseil national consultatif et nous sommes présents dans les 9 commissions qui vont interagir sur ce problème qui sera un débat qui sera mené à la fin de l'année. Voilà, je vous remercie. Je suis prêt à répondre à vos questions. Pour M. Hafner, concernant la qualité de vie. Oui. Merci en tout cas. Merci en tout cas pour. Ça marche pas. Non. Faut l'allumer. Non, mais ça la pile peut-être. Hein. Il y a un virus. Merci François pour ce travail que vous faites à la SBH au niveau de ce problème de tabou, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui touche les patients souffrant de spina, les patients souffrant de syringomélie aussi, hein, bien ici. sûr. Et on va sur tous les fronts tous, donc chacun son front, comme on dirait. C'est vrai que nous aussi, nous avons des constats de patients souffrant énormément de tabou au niveau de leur entourage. Et on a quelques jeunes aussi, effectivement, ce que vous soulignez, on a quelques jeunes dans les écoles en particulier qui ont du mal à parler de ce sujet, et c'est un retentissement important sur leur scolarité. Je suis intervenue, moi, dans des écoles pour parler de la maladie rare, pour la demande de certaines écoles, et c'est vrai que quand je parle de douleur, les enfants dans la classe comprennent. Quand je parle de fatigue, il y en a toujours un qui est désigné comme étant... Je leur dis peut-être que si quelqu'un est très fatigué dans votre entourage, c'est peut-être qu'il a un handicap invisible, une maladie rare qu'on ne connaît pas. Mais quand je parle de troubles sphinctériens, c'est la rigolade générale. Et donc, effectivement, on arrive à repérer dans une classe de 30 un enfant qui se met en retrait. Et c'est très important, je crois. Alors, je ne sais pas quelle est la solution. Est-ce que vous avez l'association d'associations, en quelque sorte? Parce que je pense aux scléroses en plaques en particulier. Est-ce qu'ils sont dans ces commissions de réflexion? C'est un de mes rêves de créer effectivement un collectif dans ce domaine-là, mais je dois reconnaître que je connais toutes les associations qui fréquentent et qu'elles ont des intérêts divergents. Mais pour l'instant, on n'a pas réussi à faire un regroupement et ce serait absolument indispensable pour avoir plus de poids. Pour avoir du poids politique. Absolument. Politique, parce que c'est un problème politique actuellement, mais également un problème d'éducation d'un certain nombre de médecins. Ils ne se rendent pas compte que cet aspect est négligé. Les deux vont ensemble. Je sais bien que le médecin, ce n'est pas un psychologue, ce n'est pas une assistante sociale, mais il faudrait qu'il veille qu'il y ait autre chose que des soins, purement des soins médicaux. Je prends un exemple. Moi, je suis spina bifida. Je vais voir mon neurologue. Il me dit, voilà, faites telle chose, tel suivi, etc. Vous faites tel examen, c'est très bien, vous avez ci, vous avez ça. Je rentre chez moi. Et puis, je reprends mon train quotidien. Puis je me dis, mais qu'est-ce qui a changé dans ma vie de tous les jours? J'ai vu le médecin, mais rien. Je fais ça pendant des années. Et au bout d'X années, la tendance des gens, c'est de dire, pourquoi aller voir l'urologue? Il ne m'apporte rien dans ma vie de tous les jours. Sans penser qu'il peut se dégrader et que ça peut s'aggraver. Mais voilà un des gros problèmes. La même chose pour le suivi du sondage urinaire. Je me sonde, mais en définitive, il n'y a rien qui s'améliore, il n'y a rien qui change. Pourquoi continuer? Voilà vraiment un des gros problèmes que j'ai recensés depuis pas mal de temps. Oui, je voulais rassurer M. Hafner sur oui, vous, je sais. Des problèmes psychologiques par les spécialistes de neurologie. Et vous savez que dans les centres experts, on dispose à côté des ressources purement chirurgicales ou médicales de tout un staff, notamment des psychologues et des neuropsychologues et des ergothérapeutes, etc., qui nous permettent justement d'appréhender ce type de problématique qui est extrêmement importante, ne serait-ce que sur le plan médical, pour favoriser l'acceptance, puis après l'adhérence, la compliance aux techniques de soins. Et on sait très bien que chaque fois qu'on propose une solution thérapeutique, qu'elle soit médicale ou chirurgicale, il faut qu'il y ait une adhérence parfaite du patient. Et donc il faut qu'il y ait aussi une prise en compte de cette dimension psychologique et parfois sociale, sociétale. Et ça, c'est extrêmement important. Le rôle des associations est fondamental, mais le rôle des équipes de soins, de manière pluridisciplinaire, est capital. Et je ne connais pas d'urologue, je ne parle pas pour les médecins, qui n'envisagerait une chirurgie invasive sans prendre en compte cette dimension psychologique
à la fois d'ailleurs du patient, mais aussi de l'entourage et des aidants, parce que c'est aussi des questions extrêmement importantes. Il faut qu'il y ait une adhérence, en prenant ce terme anglo-saxon, globale de l'ensemble des participants à la décision. Je ne sais pas ce qu'en pense Benoît. 100% d'accord, effectivement. Après, la question c'est est-ce que ce type de ressources sont mis à disposition dans suffisamment d'endroits et est-ce que le territoire est bien maillé sur ce plan? Et là, on peut effectivement plus débattre, mais sinon, 100% d'accord. Vous êtes des exceptions, je le sais. Vous êtes des exceptions. Quelques questions encore pour M. Hafner. Je voulais faire écho à vos propos, parce que je crois que je suis incontinente, j'ai tous les problèmes qui vont avec, mais quand je vais voir les médecins, évidemment je ris, parce que je ris naturellement, parce que j'ai la chance énorme de ne pas être dépressive jusqu'à aujourd'hui, et parce que je me bats. Mais en même temps, je me dis, finalement, la dernière consultation, il me dit comment allez-vous? Je lui dis écoutez, je continue, je trace. Voilà, pour lui c'était résolu. C'est-à-dire que tous les problèmes qui sont derrière, finalement, je vais continuer à les porter. Alors que, effectivement, si je m'étais un tout petit peu écroulée, mais heureusement, Dieu merci, je ne m'écroule pas, je pense qu'il y aurait eu une autre écoute. Et là, je crois qu'il y a un vrai problème. Et je pense que dans ce genre de consultation, il faudrait qu'il soit deux. Alors, peut-être qu'il faudrait que des psychologues... Je suis psychologue de formation, c'est effectivement ce qui m'a permis de tenir le choc jusqu'à présent. Mais j'ai été, par exemple, dans un centre antidouleur, où au bout de 3 séances, on m'a dit « Madame, vous êtes psychologue, vous vous débrouillez très bien, on va laisser la place à quelqu'un d'autre. » Bon, ok, j'étais d'accord, on peut laisser la place à quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai quand même 4 maladies rares, avec tout ce qui suit, et je fais face. Et souvent, j'ai l'impression de faire face seule. Parce qu'effectivement, les médecins sont déboussolés par la coutume, par tout ce qui arrive. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Je travaille. J'ai 2 associations. Bon, j'essaye de lire parce que je peux pratiquement plus marcher. Et il faut que je me débrouille avec ça aussi. Je fais autre chose. J'écris, je me débrouille. Mais ça, peut-être que c'est pas non plus donné à tout le monde. Et j'estime aussi quelquefois que je devrais avoir le droit, même à un peu d'écoute psychologique. Je serais volontiers prête à aller voir un confrère pour pouvoir en parler de temps en temps. Et je crois que ce genre de consultation, c'est effectivement tellement difficile. Je ne fais pas de reproche aux médecins, parce que je crois que quelque part, il faut bien aussi qu'ils se protègent eux. Quand ça défile toute la journée, c'est quand même pas si facile que ça. Peut-être que s'il y avait un soutien, s'il y avait quelque chose, ou 2 médecins, ou un médecin et je ne sais trop quoi, peut-être qu'il y aurait, surtout dans ces problèmes d'incontinence, où il y aurait peut-être, parce que c'est excessivement difficile d'en parler. Personnellement, ça ne me gêne pas, parce que c'est comme ça. Voilà, j'ai pris ça. Mais pour d'autres, je suis présidente d'association, c'est une catastrophe de parler de ça. Et donc ça, je crois qu'on n'appuie pas assez là-dessus. Je vous remercie infiniment de votre intervention et vous posez là un double problème qui est d'une part le dépistage, parce qu'effectivement il y a des patients qui font du coping, qui font avec, et c'est un mode de réaction qui est tout à fait salutaire, mais on doit rechercher derrière la façade s'il n'y a pas une souffrance de l'individu. Et sachez que en matière de neurologie, de neurosexologie et de neuroportologie, on introduit dans nos consultation, dans notre prise en charge, dans notre évaluation, des questionnaires spécifiques de dépistage de ces situations à risque où on sait que le patient peut être soumis à des questionnements psychologiques, à une souffrance personnelle. Et en fonction de ce dépistage et en fonction de la conclusion de ces questionnaires, bien évidemment, on fait appel après à des ressources spécifiques avec des psychologues qui peuvent s'occuper des patients. Après, comme l'a dit Benoît, c'est la difficulté, c'est comme l'a dit M. Hafner, la difficulté d'avoir accès aux soins. Madame Attal rappelait tout à l'heure la fréquence des centres antidouleurs, mais aussi les délais que nous avons de consultation. On est tous sensibles à ça. Pourquoi? Parce qu'on s'occupe de neurologie, on baigne là-dedans, et on connaît la souffrance des gens, on connaît
on essaye de hiérarchiser. C'est vrai que notre première ambition pour le patient, c'est le côté vital. Et puis la deuxième, c'est le côté fonctionnel. Et puis le troisième, c'est le côté psychologique. Et puis le quatrième, c'est le côté familial. Et puis on va parler peut-être des aidants sexuels, de la sexualité, du bonheur, etc. etc. C'est complexe, l'individu. C'est complexe, c'est la vie. C'est complexe, c'est la médecine. Sachez en tout cas que toutes les équipes qui s'occupent de ça, on est très 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 vigilants, qu'on soit chirurgien ou qu'on soit médecin. Ok, merci beaucoup Gérard. Une question, un commentaire. Oui, plutôt une expérience tirée de cette dernière année que je viens de vivre. Tout ça est lié finalement à un manque, et on en a parlé l'année dernière d'ailleurs dans cette réunion, c'est une équipe pluridisciplinaire, entre autres chez les adultes, qui manque. Il se trouve que j'ai pu constater, et malheureusement, qu'une équipe pluridisciplinaire fonctionne dans l'urgence. Là, le réseau, il va fonctionner à plein avec toutes les équipes qui a besoin pour sauver la vie d'une personne. Par contre, quand il s'agit de la vie quotidienne non urgente, il n'y a bizarrement, ah ben là on ne sait pas, je ne sais pas qui vous envoyez, je ne connais pas. Par contre, dès qu'il s'agit d'une urgence, ah ben là, les moyens vont se coordonner à une vitesse phénoménale. Bizarrement, la personne qui va découvrir, le médecin qui va découvrir le problème va tout prendre en charge, tout coordonner, prendre les rendez-vous. On ne s'occupe plus de rien, juste d'aller au rendez-vous et ça va se faire, alors que finalement, dans la vie quotidienne, eh ben, les rendez-vous, on doit les prendre nous-mêmes. Ça va prendre 6 mois, 1 an, et finalement, on va découvrir parfois des problèmes de santé qui vont traîner. Donc je pense que l'urgence, en tant que patient, c'est qu'on ait dans chaque région des équipes pluridisciplinaires au quotidien qui puissent nous aider à ne pas galérer dans cette jungle médicale pour qu'on puisse finalement ne pas arriver à des situations d'urgence où là, tout le monde va se mobiliser en quelques jours. Merci Jean-Marie. Oui, je voulais revenir sur l'intervention de notre collègue psychologue et faire aussi un parallèle, parce qu'on parle d'équipes pluridisciplinaires, d'équipes où il y a effectivement toutes les sensibilités, et ça c'est assez super, mais on l'a évoqué comme pour les centres antidouleurs, il n'y en a pas assez en France. Et puis il y en a un qui est en première ligne, en ligne directe avec le patient, c'est le médecin généraliste, on n'en parle pas assez, et je voudrais à la fois les saluer parce qu'il y a un grand moment de solitude du médecin généraliste devant des patients dont on parle, et puis eh bien, il est effectivement complètement démuni. On voit que dans beaucoup de recommandations, dans de plus en plus de PNDS, on parle de la prise en charge psychologique. Sauf que des psychologues, on en manque. Et quand on parle de pression des associations sur le pouvoir public, je vous rappelle qu'il n'y a toujours pas de lettre clé de créer pour qu'il y ait des psychologues en ville qui soient... Une lettre clé, c'est pour pouvoir être remboursé. Hein, la lettre clé du médecin, c'est le C, AMI pour l'infirmière, etc. Eh bien, il n'y a toujours pas de lettre clé de rembourser pour des raisons financières, pour qu'il y ait des psychologues qui puissent s'installer en libéral et pour pouvoir soutenir un certain nombre de patients. Et donc, est-ce que c'est pas un combat des associations de patients qui va devenir de plus en plus urgent, sur lesquels on va pouvoir se baser sur un certain nombre de recommandations, de prise en charge, de PNDS, etc., pour dire qu'il faut qu'on développe ce réseau-là. Avec une petite remarque, si vous me permettez, c'est qu'un psychologue, il faut qu'il ait une formation dans le domaine de l'incontinence, qui est un petit peu particulier par rapport à ses connaissances, et je pense qu'on peut développer là-dessus. Jean-Marie ? Oui, je vais essayer de tenter d'apporter une petite note d'espoir, parce que j'entends tout ce que vous dites, le combat que vous menez, mais je pense que la société est en train de changer. Vous savez qu'il y a beaucoup de situations et beaucoup de gens qui vivent la problématique de l'incontinence, et je suis accoucheur, et tous les accoucheurs savent qu'une femme qui a accouché précédemment leur enfant, si vous ne l'interrogez pas de manière élective sur le fait de savoir si, à distance, cet accouchement, elle perd les urines facilement, en riant,
en faisant des efforts, si même parfois il lui arrive d'être incontinente en gaz, en lien avec cette première ou ces premières naissances, elle ne va pas le dire spontanément. Les choses sont en train de changer dans la société, et pour celles et ceux d'entre vous qui ont écouté le journal de France Inter ce matin, il y a quelque chose qui est en train de faire le buzz aux États-Unis, donc dans le monde, c'est que au moment du programme des Oscars aux États-Unis, la chaîne CBS a censuré un programme un flash de publicité qui concernait la période du postpartum, les pertes de sang et les difficultés que rencontraient les femmes dans cette période. C'est en train de faire un scandale, et il y a un certain nombre de mannequins qui sont en train de poster sur les réseaux sociaux des photos d'elles-mêmes sur les toilettes, en train de se changer, certaines portant des couches, et je pense que peut-être que le changement du regard que notre société a autour de ces problématiques va aussi venir de la société dans son ensemble, et donc pas uniquement du monde des maladies rares, mais ça devrait servir une cause qui finalement est commune. Merci. Alors, on continue.